Merci à toutes et à tous. Comme je dis, nous sommes en famille, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, pour une question pertinente, évidemment. Alors, je disais là-haut, mais ça mérite réflexion, de dire qu'on peut parler des oligarchies, du système, mais le système, ce sont des hommes. Hein, vous prenez la liste des soutiens de M. Macron, vous avez ce qu'est l'oligarchie. Aussi bien l'oligarchie idéologique, les Kouchner, les Minc, les Attali, les Berger, enfin Berger c'est à la fois la finance, etc. Donc tout ça, ce ne sont pas des fantasmes. Hein, on a l'impression qu'avec Macron, la classe politique ayant définitivement échoué, la classe politique est en état de décomposition, que les oligarchies, ce qu'on appelle bêtement le système, a décidé de passer à la vitesse supérieure et de faire l'économie d'une classe intermédiaire, d'un paravent, d'une fiction qui ne coûte cher et qui est un préjugé qui ne sert plus à rien. Mais on voit bien avec la décomposition de la droite comme de la gauche que ces gens ont échoué dans leurs projets. Donc si on peut propulser sur le devant de la scène directement des gestionnaires, Macron est un gestionnaire, un chef d'entreprise en quelque sorte, on le fait. Sauf que comme M. Macron est représentatif du cinéma français, c'est-à-dire du mauvais cinéma français, c'est un mauvais acteur. Et ça, je crois qu'il faudra déciler les yeux de nos concitoyens pour bien leur montrer qui est M. Macron, parce qu'il représente un grave danger, sachant que 40% de son programme, c'est celui de M. Hollande en 2012, et que au fond, M. Macron n'est qu'un clone présentable et rajeuni de M. Hollande. C'est toujours la même politique, c'est-à-dire l'absence de réelle politique pour la défense de nos intérêts, mais par contre la politique, et nous entrons dans le cœur du sujet, d'inscrire la France et l'Europe dans un processus de globalisation. Sachant que ce qu'on appelle l'Europe, je fais de la pédagogie là, ce n'est pas un contresens, c'est un abus de langage, c'est une escroquerie intellectuelle, puisque quand on parle de l'Europe, c'est pas l'Europe, c'est l'Union européenne, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe réelle, de même qu'on parle de la France réelle par rapport à la France légale. L'Europe n'a jamais été construite que pour nous démantibuler, nous détruire. Donc c'est une porte ouverte sur la mondialisation, mais je me souviens, il y a 30, 40 ans, quand on faisait ces politiques agricoles communes, je disais, mais on ne peut pas faire à la fois l'Europe et la mondialisation. Mais tout simplement parce que l'Europe, c'est la mondialisation. Voilà. Donc l'Europe, telle qu'on l'appelle, n'existe pas, n'a jamais existé. L'Union européenne est, encore une fois, une dénomination pour mieux nous faire croire que nous étions européens, que nous étions appelés à le demeurer. Alors, globalisation et terrorisme. Je me sers de... C'est bête, c'est moins bien que si j'improvise complètement, mais comme ça, je risque pas de perdre tout à fait le fil. Coupler les deux notions ne va pas de soi, sauf si on a envie si on a envie de raconter des histoires. Voilà. On va essayer de commencer. Mon plan est très simple. Cerner chacune des deux notions, globalisation d'un côté, terrorisme de l'autre, faire un point sur ce qu'ils sont aujourd'hui, et puis schématiquement évidemment, parce qu'en 50 minutes, 1 heure, on ne peut pas aller très très loin, avant de voir l'articulation qu'il y a entre les deux. Enfin, l'articulation, elle est assez simple, mais je ne vais pas anticiper. Alors, le globalisation, c'est pas un mot français, hein, c'est un mot d'origine anglo-américaine, mais nous disons mondialisation, mais c'est pas mal, globalisation, ça dit bien, on peut l'admettre. Je suis assez... mon seul chauvinisme étant la défense de la langue française, mais comme tout le monde, je fais des fautes. Hein. Alors, je vous ai rédigé une définition géniale de la globalisation. Enfin, géniale, c'est vous qui le direz. J'ai fait ça il y a 2 jours, hein, c'est sorti, mais je trouve qu'elle est pas mal, ma définition. Pourrait aller sur Wikipédia, je suis sûr que c'est pas aussi bien. Si je ne me tresse pas des couronnes moi-même, qui m'en tressera? Alors, il s'agit grosso modo, la globalisation, grosso modo, de l'unification, ce terme unification, vous pouvez même mettre un U majuscule, des échanges
l'unification des échanges au niveau planétaire, autrement dit, l'unification du marché, et là je mets un M majuscule à marché, mondial libéralisé. Le mot libéralisé est important. C'est-à-dire, le marché qui concerne un libre-échange universel, libre-échange, où les barrières douanières sont tombées, et par voie de conséquence, où les frontières s'estompent en application du dogme libéraliste, qui est laisser faire, laisser passer. Donc les flux de migrants, etc. On a fait tomber toutes les digues, on a levé tout ce qui pouvait freiner, il n'y a plus d'écluse, en quelque sorte. Alors, une main invisible, celle de l'offre et de la demande, étant censée mettre de l'ordre dans l'anarchie des échanges. Donc il y a une main invisible, ça fait partie du dogme, hein, c'est pas moi qui l'invente. Donc mettre de l'ordre dans l'offre et la demande, et dans l'anarchie des échanges, dès lors que la concurrence est idéalement, là aussi c'est le dogme, pure et parfaite. C'est ce que l'on recherche. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux de tous les côtés, monsieur a triché, sauf qu'on ne peut pas ne pas tricher. Hein. Alors, tout cela, si vous voulez que je vous recite tout à l'heure ma définition, mais je pense que vous l'avez bien entendu, tout cela va créer des interactions et de l'interdépendance, interaction plurielle, interdépendance au singulier, qui sont à l'ordre du jour. Par exemple, il y aura actuellement, je vous donne un exemple, il y aurait plus de pièces fabriquées en France dans une Toyota que dans une Renault. Marrant, non? Donc c'est ça l'interdépendance. La mondialisation, c'est aussi d'avoir, à Paris, vous avez un restaurant, il est marqué perche. Alors c'est de la perche du Nil, hein, appelée capitaine, appelez-la comme vous voudrez, qui arrive toute fraîche, par avion. Elle est arrivée le même jour du lac Tanganyika, c'est-à-dire elle a été pêchée la veille. Extraordinaire. Est-ce qu'on a besoin de manger de la perche du Nil qui a été pêchée dans le lac Tanganyika? Ou de mettre, pour les cuisiniers ici, de l'ail chinois dans sa salade, parce que les producteurs français ne peuvent plus rivaliser sur les prix avec les producteurs asiatiques. Donc sachez que l'ail que vous mangez, sauf si c'est de l'ail bleu, en général il vient de Chine. Alors on peut multiplier les exemples à l'infini pour évoquer les deux faces de la mondialisation, parce qu'il y a deux faces, l'une bonne, l'autre mauvaise. On peut trouver des avantages, il y en a, on peut toujours trouver. Puis il y a aussi les mauvais, et on aura plutôt tendance d'ailleurs à voir les mauvais. Les mauvais. Est-ce qu'il est utile de manger de l'ail qui arrive de Chine, ou de manger de la perche du Nil, je vous le demande. Et les ouvriers français, s'il y en avait encore, il y en a sans doute, pourraient fabriquer les pièces pour les Renault. Alors, ce qui est important dans cette affaire de mondialisation, en fait, c'est sa justification. Parce que c'est pas le tout, c'est pas simplement un système qui se mettrait en place de façon organique. Il faut voir ce qui est sous-tendu, ce qui est sous-jacent. Et l'idéologie qui, en fait tacite, mais que l'on trouve dans les traités d'économie, l'idéologie qui justifie cette mondialisation, et c'est notamment l'interdépendance. Alors, c'est pas l'interdépendance n'importe comment, c'est l'interdépendance parce qu'en arrière-plan, on se trouve l'idée que les gens ayant besoin les uns des autres, ils ne se font pas la guerre. Idéologie. Donc, la globalisation, facteur de paix. C'est bien ce qu'on nous dit, c'est bien ce que nous dit M. Attali. Faites la gouvernance globale, il n'y aura plus de guerre, ce sera la paix universelle. Vous avez là le grand rêve messianique de la paix accomplie sur la planète. Bon. Mais l'idéologie, justement, ce qui caractérise l'idéologie, c'est sa distance entre la réalité et entre la réalité, entre la représentation idéale et la réalité. L'idéologie étant la plupart du temps un déni de réalité. C'est-à-dire les idéologues sont des négationnistes. Ils vous font croire, ce que je disais tout à l'heure, que la justice c'est l'égalité, par exemple. C'est quand même facile de dire justice, égalité, oui. Alors tout le monde marche là-dedans, justice c'est l'égalité, la justice c'est l'égalité. Donc faisons toujours plus d'égalité, on aura toujours plus de justice. Hélas, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Donc le but noble de la mondialisation serait un monde de paix où les guerres deviendraient impossibles. Telle est la justification avancée dans les cénacles internationaux à laquelle tout le monde fait
fait semblant de croire, hein, c'est plus facile. Cependant, il faut, à l'ordinaire, chercher la réalité. Il faut toujours chercher la réalité derrière la réalité. Et l'on découvre assez vite que le mot merveilleux de paix est ici un mot orwellien. Tout le monde connaît George Orwell. Derrière se cachent des velléités hégémoniques. Alors, je vais essayer de l'expliquer en quelques mots. L'obstacle à cette magnifique ambition de paix universelle réside évidemment dans le nationalisme. Ça, on le sait, hein, je mets tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut supprimer les nationalismes. Et puis, accessoirement, on se met à nous parler aujourd'hui de tribalisme. Il y a un article assez extraordinaire de Robert Kagan, qui est malheureusement pas très loin du président Trump, qui est un néoconservateur américain et qui nous explique ça. Donc tout ce qui est communauté organique, communauté nationale, communauté ethno-culturelle, ethno-historique, ethno-confessionnelle, tout ça, ça entre dans la catégorie tribalisme et ce sont les pires ennemis de la mondialisation. Donc il faut d'urgence éradiquer. Bon, je répète ce que je viens de dire, tout cela est extrêmement beau sur le papier et beaucoup plus compliqué dans la réalité. Bien entendu, l'interdépendance comme moyen de neutraliser les conflits, c'est à la fois vrai et c'est aussi faux. C'est vrai, c'est en partie. On peut, bien sûr, si vous avez je vais pas les tuer, le gars qui est mon débiteur, sinon il ne me remboursera jamais, hein, par exemple. Tout se passe dans cette vision irénique, c'est-à-dire idyllique, se passe comme si les échanges étaient équilibrés et réciproques. Ce qui est rarement le cas. On le voit notamment, il suffit de regarder le différentiel de la balance commerciale entre la Chine populaire, j'ai bien dit populaire, hein, entre la Chine populaire et les États-Unis, qui entraîne, qui a pour conséquence des destructions massives d'emplois industriels en Amérique du Nord, d'où le président Trump. Nul ne le niera. Donc on voit bien que ce monde idyllique d'interdépendance a des conséquences. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça, comme dans un rêve. Hélas, il y a toujours un moment où se crée un déséquilibre et où se dérègle la machine. Celui qui est en position dominante cherchera toujours à exploiter son avantage à son profit. On est bien d'accord. C'est humain. C'est dans la nature humaine. Celui qui tient par exemple le robinet des énergies fossiles, s'il décide de fermer ce robinet pour faire pression sur son partenaire commercial ou son allié politique, peut très vite arriver à un casus belli, tout le monde sait ce qu'est un casus belli, une situation dangereuse dans laquelle soit l'on se soumet, soit l'on se démet ou l'on se rebelle. Je rappellerai que l'entrée en guerre du Japon c'était en 41, c'est ça ? Décembre 41. Décembre 41, est liée à l'embargo pétrolier qu'avaient instauré les États-Unis, qui avait littéralement mis le Japon le dos au mur. Ce qui ne veut pas dire que les Japonais étaient des gens tout à fait pacifiques, pacifistes, et c'était des parangons de vertu. Mais on les a largement poussés à la guerre. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas, mais on sait que le Japon s'approvisionne à 70% dans le pétrole, soit iranien, soit arabe, dans le Golfe Persique. Demain matin, les Américains n'en ont plus tout à fait le pouvoir, mais ils fermaient le robinet et ils mettaient le Japon à genoux. Là, le Japon n'aurait pas fait la guerre, ils n'avaient pas d'armée, hein, ces dernières décennies. Non, mais ça donne un bon exemple. En mai 68, il y a eu un bisbille entre la France et les États-Unis, et les États-Unis ont mis l'embargo sur les tourteaux de soja. Total, les cochons bretons crevaient, parce qu'ils n'avaient plus à bouffer. Parce qu'on n'était pas capable de... Vous voyez l'interdépendance où ça conduit, hein. Donc on peut dicter sa loi à partir de l'interdépendance. Puis il y a bien d'autres exemples comme ça. Il y avait un embargo financier terrible sur l'Allemagne après 1933, ce qui a poussé d'ailleurs les Allemands à développer leur industrie chimique, à créer des caoutchoucs synthétiques, à créer du sucre synthétique, à créer des carburants synthétiques, toutes sortes de choses, mais qui a été extrêmement dur et qui a été l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien le rappeler. L'Afrique du Sud est tombée, l'Afrique du Sud de l'apartheid, à cause de l'embargo financier aussi.
C'est pas l'embargo économique qui a fait tomber, mais l'embargo financier. Ça sont des sujets que vous pouvez explorer de votre côté. Donc on a toutes sortes d'exemples où celui qui a la position dominante, soit les matières premières, etc., peut mettre à genoux très facilement. Donc on va y arriver petit à petit, mais il ne faut pas nous faire croire que l'interdépendance et les échanges généralisés soient obligatoirement des facteurs de paix, même plutôt le contraire. Alors derrière ce projet pacifiste, créer de l'interdépendance pour neutraliser les comportements égoïstes et s'acheminer vers un monde coopératif et pacifié, se cache une idéologie plus pernicieuse, car ce meilleur des mondes unifié, j'écris, qui fonctionnerait sur un partage harmonieux des tâches, des productions et des services, c'est ce qu'on appelle la division internationale du travail. Alors la France devient une sorte d'Euro Disneyland, hein, l'Europe aussi, et une sorte de musée Grévin. La Thaïlande, ça devient une maison close pour tout le monde. Hein, tout le monde a du panard, si vous préférez. Ben oui, c'est déjà. Excusez-moi, c'est brutal, mais c'est déjà le cas. Hein. À un moment donné, ça pouvait apparaître comme ça. La France fait du vin, des parfums, l'Allemagne des machines-outils et des bagnoles de grande qualité. Donc cette division internationale du travail n'existe pas en fait et ne peut pas exister. Voilà, c'est pourquoi on a fait le fameux TAFTA pour nous vendre du veau, du bœuf aux hormones, du poulet au chlore, des maïs OGM, transgéniques, etc., etc. Donc chacun doit défendre ses intérêts et conduire les politiques qu'il juge les meilleures pour lui-même. Alors, ce projet globaliste, en fait, est contredit par l'instabilité des marchés, notamment les marchés des matières premières, la quête permanente du profit et de la meilleure comptabilité, les délocalisations, l'épuisement des ressources locales et le caractère intrinsèquement nomade de l'économie mondialisée. Le jour où c'est plus rentable ici, on va là. Et on laisse les usines en plan, et on laisse les ouvriers qui se retrouvent sur le sable et au chômage. On voit ça tout le temps partout en Afrique. J'ai vu qu'il y avait des vilains français, mais vraiment des vrais, très très vilains français, qui faisaient le commerce, ils achètent les anciennes haciendas en Argentine. On chasse les gens qui vivaient sur ces haciendas, on en garde quelques-uns comme ouvriers agricoles et on fait de l'agriculture super extensive, intensive, avec énormément d'engrais, de pesticides, et on a des retours sur investissement qui dépassent les 15 à 20% par an pendant quelques années. Après, les terres sont épuisées, sont polluées, les gens n'ont plus de travail, et hop, on va ailleurs. On est en train de faire ça sur toute la planète. Hein. Non, je vous en donne. Donc, le modèle financiarisé, mondialiste et nomade, pour la paix, on repassera. En tout cas, ce ne sera pas la paix sociale. On va réduire les peuples à la misère. Alors, pour conclure, d'ailleurs, j'ai lu ça, mais notamment chez des économistes dits de droite. J'ai vu, j'étais sur les fesses. Certains économistes considèrent que le commerce serait un facteur d'entente entre les peuples. Ça, c'est les soubassements idéologiques, parce que les commerçants ont un fort besoin de tranquillité pour la conduite de leurs affaires. C'est à mes yeux un raisonnement d'une rare stupidité, parce que le commerce est avant tout et essentiellement la guerre. On se fait la guerre, ne serait-ce que pour conquérir de nouveaux marchés et pour les conserver. Je terminerai, nous sommes au bout de la globalisation, mais je pense que vous avez compris quel était mon propos. Nous sommes en plein déni, là aussi j'y reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, en plein déni de réalité. Ce qui était habituel chez les idéologues. Les idéologues ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Mais ils essayent aussi de nous le faire partager, ils sont souvent payés pour ça, et ils sont accueillis dans les grands médias. Les contre-exemples, mais j'ai retenu que deux contre-exemples. L'amiral Perry, puisqu'il y a eu ce film Silence de Martin Scorsese. L'amiral Perry, en juillet 1853, se met dans le port de Tokyo et menace de bombarder la ville pour forcer le Japon à ouvrir ses ports au commerce occidental. Les Anglais, auparavant, avant l'amiral Perry, avaient livré 2 guerres de l'opium, et pas des petites guerres, hein, des grosses guerres. On massacrait en Chine pour imposer le commerce de l'opium à la Chine. On voit toujours le Chinois avec sa pipe à opium, mais non, c'est des commerçants, et parfois d'ailleurs des commerçants qui appartiennent à certaines minorités commerçantes proactives. Ah, je n'ai rien dit, hein, n'exagérez pas.
Non, non, mais on le sait, pour la guerre de l'opium, ce sont des cas de figure très, très extraordinaires, ces guerres de l'opium. 1839, enfin, elles durent à chaque fois plusieurs années, et 1856. Alors, on ne parle pas non plus, puisqu'on nous dit que le commerce, c'est la paix, des siècles, depuis le XVe siècle au moins, d'affrontements pour la maîtrise des mers et des voies commerciales, notamment la route des Indes à partir donc du XVe siècle, entre la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal. On s'entretue sur mer, c'est ce qu'on appelle la guerre de course, avec des corsaires, les corsaires n'étant pas des pirates, hein. Ce sont des gens qui ont des lettres de course, c'est-à-dire c'est la guerre. Mais c'est donc une guerre avec malgré tout des règles, puisque la guerre suppose des règles, contrairement à ce que l'on peut penser. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que des gens réputés sérieux puissent croire et répéter de telles fariboles. Mais on les voit si vous ouvrez LCI, on voit Monsieur Cohen, qui enseigne à l'école supérieure, qui va vous sortir des trucs comme ça. Daniel Cohen, hein, je crois qu'il s'appelle. Il était à Polytechnique avant. Il va vous dire que le revenu universel, c'est la panacée. Plutôt que de donner du travail aux gens, il vaut mieux les rémunérer à rester chez eux. Et là aussi, on oublie de dire, c'est que en donnant de l'argent, des allocations, on crée une dépendance. Et donc, on crée une clientèle captive, en quelque sorte. Vous mordrez pas la main qui vous nourrit. Donc, en principe. Donc, vous aurez tendance à voter pour ceux qui vous dira, je vous donne 50 € de plus par mois. Voilà. Bon, donc je crois que les choses sont claires. Telle est la globalisation en marche. Seuls des fous ou des demeurés peuvent marcher dans la combine de la globalisation heureuse. Car pour se convaincre du contraire, il suffit bêtement d'ouvrir les yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos du bon sens. Alors maintenant, le terrorisme. Avant d'envisager l'articulation terrorisme-globalisme. Le terrorisme connaît une extension mondiale, avec c'est comme sur les mares un peu fangeuses, on voit il y a des bulles qui éclatent ici et là. Il y a eu un événement un peu pénible à Orly ce matin, un type s'est fait descendre, qui essayait d'arracher son arme. Moi je connais pas les détails, hein, mais on voit bien qu'il y a la société se disloque. J'ai pas dit que le terroriste ou supposé terroriste, les comportements ne sont plus réglés. Le gamin qui, dans l'école à Grasse, arrive à l'école pour faire comme dans les jeux vidéo avec des armes, dont apparemment il sait d'ailleurs pas se servir, sinon il aurait fait un réel carnage. Donc tout ça interpelle sur le mal-être profond de nos sociétés. Alors, le terrorisme, c'est complexe, hein, c'est pas un phénomène nouveau. Je vous renvoie à la lecture, mais qui est un peu pas ardue, de Flavius Joseph, qui est célèbre pour un ouvrage qui s'intitule « La guerre des Juifs contre les Romains ». Ça a été écrit en 75-79 de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ, et qui est relatif au soulèvement de la Judée en 66, qui va s'achever par la prise de Jérusalem et la destruction du temple par l'empereur Titus en 70. Flavius Joseph va nous parler déjà des méthodes de guerre terroriste qui sont utilisées à l'époque, notamment par les zélotes, qui s'en prennent, avant de s'en prendre aux Romains, s'en prennent à leur propre aristocratie, si je puis dire. Hein, ils s'en prennent aux pharisiens, il y a les fameux sicaires, ils ont des grands couteaux, ils tuent les gens dans la rue, donc tout ça n'est pas très nouveau, mais Flavius Joseph accuse les zélotes, on les appelle les zélotes, le mot zèle, zélé, vient de là, d'empoisonner les sources, et c'est une méthode terroriste que l'on trouvera à travers les âges, jusqu'aux tentatives d'empoisonner après-guerre les bassins d'alimentation d'eau de Munich, puis de Nuremberg. Un groupe de survivants des camps de concentration et des ghettos qui en avaient connu les horreurs, et qui y avaient perdu des pans entiers de leur famille, n'ont pas accepté ce défaitisme. Selon certains, le groupe, appelé Noknim, le mot hébreu pour vengeur, se serait formé lors d'un rassemblement de survivants à l'occasion de la Pâque juive, à l'initiative d'Abba Kovné, un survivant de l'insurrection juive du ghetto de Vilnius. Ils ont décidé de faire justice eux-mêmes. Mais Noknim a aussi envisagé des projets de plus grande envergure. La plus grande opération est celle du Stala 13, menée en avril 1946. Le groupe a réussi à infiltrer l'un des siens,
qui a empoisonné à l'arsenic les miches de pain qui étaient servies à près de 1900 prisonniers SS selon certaines sources. Près d'1 millier de ces hommes auraient été tués. Mais ceci n'était que le plan B qui avait succédé à un plan A d'une bien plus vaste échelle. Knocknim avait en effet envisagé d'empoisonner l'approvisionnement en eau de 5 villes allemandes, Munich, Berlin, Weimar, Nuremberg et Hambourg, tuant ainsi indistinctement de grandes parties de la population de ces villes. Coveney s'était rendu en Palestine pour se faire soutenir dans ce projet, et il y avait rencontré celui qui allait devenir le premier président de l'État d'Israël, qui avait aussi été chimiste, Chaim Weizmann. Coveney a quitté la Palestine avec 2 bidons de poison dans son sac à dos, mais il s'est fait arrêter par la police britannique sur le bateau qui devait le ramener en Europe, et il a dû se débarrasser du poison en mer. Les Vengeurs ont pensé que des officiels sionistes les avaient dénoncés, parce qu'ils craignaient que leur plan de meurtre collectif ne sape leur projet d'obtention d'un territoire pour les Juifs. Ça n'aboutira pas, on empoisonnera des boulangeries industrielles, il y aura quelques milliers de contaminés, mais les grandes tentatives d'empoisonnement ne fonctionneront pas. Je signale au passage, parce que personne ne vous en parlera, c'est bon d'avoir ça quelque part en mémoire. Mais le terrorisme actuel se signale par la conversion du terrorisme proprement révolutionnaire, et même que je n'ai pas qualifié ici nihilisme, mais nihilisme du 19e et du début du 20e siècle, qui vont faire des ravages. Si vous regardez bien le nombre, chez nous, on a eu chez Sadi Carnot, qui a été assassiné, on a plusieurs présidents qui sont tués, on a des grands-ducs, des monarques. La Première Guerre mondiale sortira de l'attentat de Sarajevo par principe. La Première Guerre mondiale va sortir d'un attentat, et la guerre terroriste nihiliste sera terrorisée notamment par l'anarchiste Bakounine, puis par un homme qui s'appelle Netchaïev. Ils écriront tous les deux le catéchisme révolutionnaire, qui sera l'un des livres de chevet, si on peut dire, le grand livre d'inspiration de Lénine. Voilà, de Lénine, qui va ramasser le pouvoir qui était par terre et le prendre avec la faction bolchevique. C'est une des factions, il y en avait 2, les bolcheviks les majoritaires, les mencheviks les minoritaires, au sein du Parti social-démocrate. Social-démocrate. Les mots ne sont pas neutres, les étiquettes non plus. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Donc, au cours des années de la guerre froide, on va de nouveau avoir des poussées terroristes. Donc notamment dans les années 70, 80, en France avec Action Directe, en Italie avec les Brigades Rouges, en Allemagne avec la fraction Armée Rouge, qu'on appelle autrement le groupe Baader-Meinhof, qui est un terrorisme qui s'inscrit, même s'il se grève sur la question palestinienne, qui va s'inscrire directement dans le cadre de l'affrontement Est-Ouest de la guerre froide. Et puis, à partir de là, je ne dis pas que les tensions Est-Ouest s'apaisent tout à fait, mais on va voir petit à petit, à la fin des années 80, dans les années 80 à 90, apparaître un terrorisme purement islamiste. Ça sera les fameuses années, je sais pas, je les appelle les années de braise, en Algérie, surtout à la moitié des années, vers 94-95, ça se prolongera jusqu'en 98, avec notamment le GIA, le groupe islamique armé, qui sera, je vais y revenir peut-être, qui sera particulièrement barbare, sanglant, etc. Le point de jonction, la charnière, va se situer pendant quelques années, je l'ai dit, autour de la question palestinienne, qui se développe plus particulièrement suite aux guerres, il y en aura, je les cite pas toutes, israélo-arabes, qui démarrent en 1948, juste avant donc la création de l'État israélien, puis à partir de juin 67, la fameuse guerre des 6 jours, qui voit la prise de Jérusalem, puis la guerre du Kippour en octobre 73, et qui sera suivie par le premier grand choc pétrolier. Alors, le contentieux israélo-palestinien, je ne vais pas m'étendre dessus, puisque c'est pas notre sujet, c'est le terrorisme et le globalisme, bien que ça soit une tumeur, c'est une sorte d'abcès de fixation qui envenime, qui déséquilibre tous les rapports géopolitiques de la planète. Le contentieux israélo-palestinien ne peut pas être assimilé
il possède un caractère très spécifique, il ne peut plus être assimilé aux guerres dites de libération. Alors l'Algérie, guerre de libération, mais il y a toutes les guerres et qui ne sont parfois pas des petites guerres. L'Angola, mais il y avait en arrière-plan l'enjeu pétrolier, va mettre en jeu des forces considérables de sud-africaines, mais également cubaines. Ça se compte par centaines de milliers d'hommes. Vous voyez, ce sont pas des petits conflits. Hein. La guerre globale qui oppose à ce moment-là l'Est et l'Ouest se conduit de façon indirecte et par États du tiers-monde interposés. D'ailleurs, les Américains, chacun essaye d'étendre sa zone d'influence, et les Américains, il faut le savoir, à l'occasion de ces guerres de libération, essayent de succéder, de prendre la place des Européens, que ce soit les Belges, que ce soit les Français notamment. Je vous donne une information, mais qui n'est pas un fantasme. Les Américains ont joué un rôle dans la guerre d'Algérie. Ils ont... Ah, monsieur approuve. C'est très peu sûr. Pour le FLN. Pour le FLN, bien sûr. Pas pour nous, pour le FLN. D'ailleurs, il faut voir que quand le pétrole algérien a été restitué au nouvel État, quelques années après, c'est les Américains qui avaient la main dessus, et que pendant ces fameuses années de Brest que j'évoquais tout à l'heure, jamais les puits de pétrole américains n'ont été attaqués par le GIA. Jamais. Oui, non, vous êtes d'accord, je ne dis pas de sottises. Non, mais je vous le dis, il n'y a jamais eu d'incident. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas eu. Bon, tout cela va constituer malgré tout le terreau d'un terrorisme d'un genre nouveau que l'on voit petit à petit émerger, apparaître. Et donc à la fois révolutionnaire avec l'héritage marxiste-léniniste, celui de la guerre froide, mais également proprement islamiste. Alors, vous avez actuellement jugé à Paris, vous l'avez peut-être vu à la télévision, le terroriste professionnel pro-palestinien Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos. Vous avez vu ça à la télévision, n'est-ce pas? Qui comparaît donc actuellement, et pour au moins 2 semaines ou 3 semaines encore, il comparaît pour un attentat qui a eu lieu il y a 43 ans au drugstore Publicis Saint-Germain, septembre 74, 2 morts, 34 blessés, une grenade avait été jetée, voilà. Décrit assez bien cette mutation, c'est la mutation, puisque Carlos est lui-même converti à l'islam, il s'est converti plusieurs fois, et pas seulement, je voyais dans les journaux, il s'est pas du tout converti en prison, il s'est converti en Palestine, puis il s'est converti à plusieurs reprises. Il le décrit assez bien dans un livre que Contre-Culture, d'ailleurs, devrait acquérir quelques exemplaires, qui s'appelle L'Islam révolutionnaire, qui décrit en toile de fond, qui a été écrit, c'est moi qui l'ai écrit le livre, alors je le sais, hein. Oui, non, mais je sais, qui décrit en toile de fond l'opération choc et effroi du printemps 2003 en Irak. Voilà. C'est écrit, hein, mon nom est sur la couverture, Carlos, l'islam révolutionnaire, Jean-Michel Vernochet. C'est un... Carlos, je ne suis pas un terroriste moi-même, je supplie de le croire. C'est un homme d'action. C'est un homme d'action, c'est pas un écrivain. Donc il a besoin, mais au moins les choses sont claires, sont nettes. J'ai prêté ma main pour explorer, ce qui est intéressant, pour explorer cette période de l'histoire. Ce qui vous explique aussi, ce qui donne un peu de crédit à mon propos, de dire que je ne débarque pas en vous pondant tout à fait du jus de crâne. Hein, j'expliquais aussi, puisque je parlais de la guerre des 6 jours, qu'en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, j'étais moi-même à Bagdad. J'étais tout jeune, évidemment. J'étais à l'École nationale des langues orientales. Mais donc j'ai vu un peu le conflit se déployer. J'étais pas sur le front. Hein, se déployer grandeur nature. Ce qui m'a permis aussi, dès cette époque-là, de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, 67, c'est loin. Hein. Hélas. Il faut bien noter qu'avec le régime dictatorial de Saddam Hussein en Irak, il n'y avait pas le moindre takfiris. Il ne pouvait pas mettre le bout du petit doigt, d'un doigt de pied en Irak. C'était impensable. Or, après la chute de l'Irak, la jonction va s'opérer entre la résistance baasiste, tout le monde sait ici ce qu'est le Baas, je vais vous le dire,
entre la résistance baathiste, c'est-à-dire nationale, sociale, patriotique, je ne sais pas très bien comment on le met, c'est à la fois patriotique, arabe, voilà. On va dire nationale, sociale, patriotique, le Baath signifiant résurrection, qui se combine à la fois, pour éclairer votre lanterne, qui combine le socialisme arabe et le nationalisme panarabe. D'ailleurs, la République actuelle syrienne est une république panarabe. L'armée gouvernementale syrienne n'est pas une armée alaouite d'une minorité, c'est l'armée arabe syrienne. De même que Kadhafi avait voulu unifier le monde arabe, tout le monde a eu à un moment donné, que ce soit l'Irak, la Syrie, tout le monde a voulu unifier le monde arabe, personne n'y est jamais parvenu. Alors, cette idéologie d'émancipation sociale, comme a pu être le Parti communiste, d'ailleurs, mais qui a eu beaucoup moins de succès à une certaine époque, est une idéologie d'émancipation qui naît en 1947 à Damas, au sein de l'intelligentsia syrienne, sous la houlette d'un chrétien, c'est une idéologie chrétienne, Michel Aflaq, mais également associé à un sunnite qui était Salaheddin, c'est-à-dire Saladin, Salaheddin Bitar. Et voilà. Donc, tant que le régime baathiste qui s'installe en 68 en Irak prévaut, pas question de salafo-wahhabisme, pas question de djihadistes, etc. Là, la résistance, pour pouvoir résister, va s'allier, les frontières seront ouvertes, les salafo-wahhabites arriveront d'Arabie Saoudite et va se créer des maquis associant le fanatisme ou l'hyper-radicalisme wahhabite. Je dirais aussi peut-être ce que vous voulez. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'était le wahhabisme. Puis vous l'avez dans mon petit livre que je vous recommande. Vont s'associer pour conduire cette résistance contre ce qu'il faut bien appeler l'occupant. Je dis en passant, pour avoir regardé les choses de très près, que le GI américain de base était persuadé qu'il apportait la démocratie, persuadé qu'il allait libérer les femmes, envoyer les enfants à l'école, sauf que les femmes étaient libérées. Même s'il y avait des chiites avec des grands trucs noirs, les femmes étaient parfaitement libérées, occupaient toutes les positions dominantes dans les administrations, surtout les chrétiennes d'ailleurs. Les enfants, j'ai visité à l'autre bout de l'Irak des écoles sans être annoncé, donc sans en avoir le droit. Je vous assure que c'était ultra bien tenu. Les petits-enfants étaient en uniforme ou sans uniforme. Les maîtresses avaient un petit fichu sur la tête ou n'avaient pas de fichu sur la tête. On enseignait aux enfants. On avait un pays qui était en train de naître à la modernité dans le bon sens. Bon. On a voulu casser puisqu'on a voulu apporter la démocratie. Donc je considère que l'armée américaine et beaucoup d'officiers ont été les grands cocus de cette affaire, mais c'est normal. Les militaires sont souvent les cocus de tout ce genre d'aventure. À partir de 2004, les méthodes de guerre asymétrique qui naissent dans le foyer de cette résistance, qui est à la fois baathiste, nationale, socialiste, irakienne, arabe, et wahhabite, ultra-religieuse, va permettre de développer des techniques de guerre terrifiantes, ce qu'on appelle de guerre asymétrique, et les fameuses IED ou tout ce que vous voulez, les engins explosifs artisanaux par exemple, qui vont opérer une véritable mutation de la guerre d'ailleurs de la part des Américains. Très rapidement, ces méthodes vont d'ailleurs gagner l'Afghanistan. Si bien que les Américains quitteront l'Afghanistan, ils y sont toujours, mais en laissant derrière eux des mercenaires, vous savez, ces fameuses armées DIN Corp, enfin, etc., Blackwater qui s'appelle Academy aujourd'hui, Blackwater, des dizaines de milliers de contractants, on appelle les contractants, il y en a aussi encore beaucoup en Irak. Donc l'armée officielle s'efface puisque dans le monde de la globalisation, les armées se privatisent. Donc la guerre révolutionnaire islamiste va gagner l'Afghanistan, alors que apparaît en Irak l'État islamique en Irak, puis au Levant. Le Levant, c'est la Syrie, qui va se transformer en État islamique tout court et en califat le 29 juin 2014. Après la prise de Mossoul et sa proclamation, et la proclamation du califat par Abou Bakr el-Baghdadi. Alors maintenant, la guerre de Syrie, grand foyer, aujourd'hui grand foyer du terrorisme
mondiale, même globalisée. Alors je dis la guerre de Syrie, je ne parle volontairement pas de guerre civile. Ça n'a jamais été une guerre civile. Jamais. Jamais, jamais. Qu'on m'explique en quoi c'était une guerre. Il y a des gens qui ont manifesté, comme sur le Maïdan, puisqu'on parlait de l'Ukraine, il y a des gens qui se mettaient d'un côté, qui tiraient sur la foule qui manifestait. De l'autre, sur d'autres bâtiments, il y avait des gens, des snipers, qui tiraient sur l'armée ou la police. Donc on arrive très rapidement au carnage avec ce genre de méthode. Je n'ai pas besoin de faire des dessins. Ça s'est passé comme ça, sur la place du Maïdan, en 2014 en Ukraine. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de guerre civile, guerre tout court, dont nous venons de fêter le 6e anniversaire et qui va constituer ce que j'appelle un vase d'expansion dans lequel vont s'engouffrer tous les mauvais génies libérés de la guerre impériale que livre l'occidentalisme. Alors c'est un mot que j'ai inventé. Vous savez, chez Orwell, on parle de Océania. Océania, c'est les grandes thalassocraties, et Eurasia, c'est l'espace continental. Alors l'occidentalie, autrefois j'avais inventé ce mot d'occidentaliste, qu'on trouve maintenant dans la presse. L'occidentalie, c'est pas l'Occident en soi, hein, c'est pas les Européens, les vrais Européens, c'est tous ces gouvernements d'occupation de l'Occident qui mènent des politiques de globalisation et qui nous conduisent au gouffre, mais c'est le gouffre qui les intéresse, puisque, contrairement à ce que pensent encore une fois les imbéciles, la guerre, c'est du commerce. La guerre, on produit des armes, la guerre, c'est du commerce. Oui, la guerre, c'est quelque chose d'extraordinairement fructueux. On sait qui a financé la révolution, puisque nous sommes au centenaire de la révolution bolchevique. C'est Monsieur Schiff, banquier allemand, d'origine allemande, mais vivant aux États-Unis, qui a financé Trotsky. Mais également, il y a un homme qui était une sorte de monstre d'intelligence, qui s'appelait Parvus, Israël Alfand, son véritable nom, qui a été l'âme damnée, celui qui a inspiré Trotsky, qui a théorisé, c'était pas un concept nouveau, la révolution permanente, et qui a financé, vous allez voir pourquoi je dis ça, qui a financé la révolution de 1905, qui a vraiment failli déboucher. Hein. Lénine n'en était pas, il n'était pas sur le coup, mais Trotsky, oui. Et bien, Parvus, c'était, tout le monde a lu ici Tintin, le fétiche à l'oreille cassée. Il y a un marchand d'armes qui vend des canons là, et puis chez le voisin, il y avait à l'époque un super marchand de canons qui s'appelait Basil Zaharov, et qui vendait des canons à tout le monde, et qui avait pour bras droit Monsieur Parvus. Monsieur Parvus, qui est devenu, pour l'époque, multimilliardaire, qui travaillait aussi bien d'ailleurs pour les Allemands, il devait travailler pour tout le monde, sachant d'ailleurs que le même Parvus et le même Jacob Schiff avaient financé le Japon pour les lancer dans la fameuse guerre qui a débouché sur la révolution de 1905, dans laquelle l'empire tsariste a été battu à plat de couture, avec la bataille de Tsushima, première bataille navale entre un pays du tiers-monde et un pays occidental, et puis la prise de Port-Arthur. Ça a été un coup terrible, mais financé par la grande banque américaine, celle de Manhattan. Voilà. Il y a une question? Non, pas de question. Était grec, je crois. Oui. Ah ben j'ai pas dit le contraire. Enfin, il était d'origine grecque, voilà. Je ne sais pas, j'ai pas exploré la généalogie de M. Zaharov. On aurait peut-être des surprises, j'en sais rien. Celle de M. Parvus, c'est parfaitement transparente. Alors, il faut bien comprendre que cette guerre syrienne, qui d'ailleurs alimentée avec les arsenaux et les cadres djihadistes qui ont renversé le gouvernement de Kadhafi. Vous vous souvenez que c'est M. Kouchner, M. Bernard-Henri Lévy, qui ont dit les promoteurs directs. Nul ne s'en cache, du chaos, de ce qui est aujourd'hui le chaos libyen absolu. Il fallait épargner, on nous a dit, le grand prétexte humanitaire, il faut épargner un bain de sang. Au total, on sait que la guerre proprement dit en Libye a coûté 150 000 vies. Mais il fallait épargner un bain de sang à Benghazi. Donc les arsenaux ont été vidés et ont été, entre autres, transférés en Syrie, ce qui a permis le lancement de la guerre, puisque, j'y reviendrai tout à l'heure, on ne peut pas faire de guerre si on n'a pas d'armes et pas de munitions, et pas de cadres, et pas de soldats. Mais les soldats, on peut les trouver, mais il faut leur donner des godasses, il faut leur donner...
de quoi manger, et puis il faut leur donner surtout des armes. Et il faut leur apprendre à se servir des armes. Ça ne se fait pas comme ça. Donc pensez bien que toutes ces guerres qu'on nous présente comme le soulèvement spontané des populations en vue de plus de démocratie et de liberté, tout ça c'est un rideau de fumée, c'est du brouillard. Alors tout ça, il faut bien penser que cela s'inscrit dans un certain contexte géopolitique, géostratégique. Les États-Unis forment régulièrement des coalitions. Alors on l'a vu en 91, une énorme coalition avec Tempête du désert pour écraser 70 pays, pour écraser l'Irak. Mais on ne franchit pas les frontières parce que l'Union soviétique n'est pas encore morte. C'est un peu moins de pays en 2003, mais en cas de besoin, on forme toujours des coalitions. Et l'Amérique, d'ailleurs, se retranche. En Libye, les Américains n'étaient pas au premier plan. Ils fournissaient les missiles. Et c'était l'OTAN. Et l'OTAN, c'est l'Amérique. L'OTAN est sous commandement américain. Donc tout ça s'inscrit dans un processus, en fait, là on est déjà à l'articulation que j'avais évoquée tout à l'heure, de recomposition mondiale, géopolitique et géostratégique. Et notamment des projets de recomposition, de reconfiguration de l'Orient musulman, du monde arabe et islamique, parce que vous savez très bien que le monde islamique, tout le monde n'est pas arabe. Ça part de l'Atlantique et puis ça va jusqu'au Pendjab, jusqu'aux rives de l'Indus. Là-bas, on est Pendjabi, on n'est pas arabe. Hein. Mais ça touche aussi bien l'Iran. Les Iraniens, les Perses ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Sémites. Ça touche toutes sortes de peuples extrêmement divers, mais qu'il conviendrait de démocratiser, c'est-à-dire d'inscrire d'urgence, et ça vaut aussi pour l'Iran, d'inscrire d'urgence dans ce fameux processus d'unification du marché. J'avais une image, je disais que l'Iran, tôt ou tard, tomberait entre les pattes. Les boas n'ont pas de pattes. Entre les pattes du boa, serait avalé par le boa mondialiste. C'est ce qui s'était passé plus ou moins sous Obama avec Rouhani, qui avait accepté, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est mollah, on est parfaitement vertueux, honnête. Beaucoup ont des intérêts, notamment pétroliers, et beaucoup ont des intérêts à l'ouverture à l'Occident. Hein, l'Iran n'est pas un monolithe, c'est pas un bloc. Il y a les pro-occidentalistes, de même à Moscou. Il y a les occidentalistes, et puis il y a ceux qui sont plus réticents à ce marché unique et à cette république universelle. Donc, il faut bien comprendre que ces guerres de Syrie, comme la Libye, qui sont annoncées d'ailleurs au lendemain du 11 septembre, vous trouverez ça dans le livre, dès le lendemain du 11 septembre, puisqu'on prévoyait de faire tomber 7 pays en l'espace de 5 ans, hein, je crois en l'espace de 5 ans. Donc la Syrie, l'Iran, il n'y a pas eu de guerre, en tout cas pour l'instant il n'y a pas eu de guerre, mais tout ça s'inscrit dans des plans. Alors il y a un plan que vous trouverez, parce que vous allez le commander, j'ai participé à la réédition complète avec des commentaires, qui s'appelle le plan Oded Yinon. C'est un texte qui est publié par le ministère des Affaires étrangères israélien en 82. Alors, si vous allez sur Wikipédia, on va vous dire non, c'est un petit fonctionnaire anonyme. On peut pas. C'est toujours comme ils auront du mal à vous dire que c'est un faux. Ils vous diront que c'est un fonctionnaire minable qui a craché ça. Sauf que ce fameux plan d'El-Yinon, on va le retrouver quasiment intégralement dans un autre plan, un projet américain mais très sérieux, qui est annoncé d'abord en février 2003, puis en mai 2003, donc après la guerre contre l'Irak, après l'opération Choc et Effroi, qui s'appelle Greater Middle East Initiative. L'initiative Grand Orient, si vous préférez, qui est une doctrine très agressive de remodelage de l'Orient islamique. Alors on n'en a plus parlé après, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc là, il ne s'agit pas de la planète tout entière, mais il s'agit de toute cette masse qui, quand même, c'est pas tout à fait 1,5 milliard d'hommes. 1,5 milliard d'hommes, c'est tout l'islam. Et l'islam, c'est l'Indonésie, c'est une partie des Philippines. Enfin, c'est beaucoup de pays. Hein. On est musulmans, n'oubliez pas, jusqu'aux frontières de la Chine des Han, hein, jusqu'au Xinjiang, au Turkestan chinois, qui combattent en Syrie.
combattre. Les meilleurs cadres, apparemment, les grands officiers sont des Ouïghours. Donc on va retrouver ce plan d'intégration est-ce par hasard, et c'est dans ce contexte que va se développer, dans cet enchaînement continu de guerres de conquête conduite par la superpuissance américaine qui à ce moment-là se croit tout à fait hégémonique. Il n'y a personne qui la contrebalance. Même aujourd'hui, pensez que quelle que soit la puissance nucléaire russe, et même que, quelle que soit la montée en puissance des forces russes de la Fédération de Russie au plan conventionnel, même les 2-3 millions de soldats ou plus, ou 4 millions de l'armée chinoise, ne font pas le poids face à la superpuissance militaire américaine, qui n'est pas une puissance s'appuyant sur des ressources humaines, ou sur des ressources humaines technicienne, mais par la puissance de ce qu'on appelait le technological gap, c'est-à-dire le fossé technique qui n'est pas encore comblé. Puis les Américains poursuivent leur effort. Pensez qu'on aura bientôt des missiles de croisière hypersoniques, hypervéloces, hypersoniques, qui seront capables de toucher n'importe quelle cible de la planète en moins de 20 minutes, ou en 20 minutes à peu près. Il sort d'atmosphère et retombe, ça arrive à 10 000 km/h, personne ne peut l'éviter. Donc là, c'est la grande course aux armements dans l'hypervélocité à l'heure actuelle. Je vous le signale. Donc la guerre n'est pas une chose simple. Si quelque chose maintient aujourd'hui un certain équilibre international, c'est bien toujours le reliquat de la dissuasion, mais qui n'est plus tout à fait nucléaire. C'est-à-dire que si je blesse mon adversaire, mon ennemi, il risque d'en faire tout autant et même pire. Donc chacun se garde de ce qui se passe. Donc ces guerres et ce plan, que ce soit Oded, Yinon ou Greater Middle East, ou dire la Greater Middle East Initiative, sont le contexte, le tableau sur lequel va se retrouver ce terrorisme global. Quelle heure est-il? 4h10. Vous voulez que je m'arrête là? Non. Bon. Alors, on va quand même aller un peu plus vite. Terreau historique du terrorisme. Alors, tout de suite, je mets les pieds dans le plat, mais il faut bien comprendre que dans ces perspectives de globalisation, également de guerre qui touchent des aires géographiques complètes. Je parlais de l'ère arabo-islamique ou arabo-musulmane, comme vous voulez. De l'Atlantique au Pendjab, c'est-à-dire le fleuve Indus. Ça englobe l'Afghanistan, mais pas l'Asie centrale. Il faut bien comprendre que le terrorisme, on le voit bien, pour conduire ces guerres, est un moyen. C'est une arme. C'est un moyen. Le terrorisme en Syrie, c'est l'arme majeure. Alors, soit c'est les terroristes modérés de M. Fabius, mais qui hier, c'est Al-Nosra, qui aujourd'hui s'appelle Fatah al-Sham, hein, c'est ça, Fatah al-Sham, qui hier était, alors qu'on prenne, je l'ai écrit très tôt, vous le trouverez dans le livre, qu'on prenne qui pourra, c'est Al-Qaïda en fait. Donc Al-Qaïda fait sauter les tours du World Trade Center, les tours jumelles, et puis demain matin on est allié à Al-Qaïda contre le gouvernement laïque de Damas. Je précise aussi, si on dit il y a 310 000 morts en Syrie, que sur ces 310 000 morts, plus de la moitié sont des soldats de l'armée arabe syrienne, c'est-à-dire de l'armée gouvernementale. Et il n'y a pas 150 000 alaouites qui se sont fait tuer, ou chrétiens. Alaouites, chrétiens, alors de toutes sortes de chrétiens, hein, ou druzes, ce sont des sunnites. Ce sont des sunnites qui combattent d'autres sunnites. Qu'on ne nous dise pas que c'est un peuple en marche et en lutte permanente pour sa liberté. Il faut bien le dire, il faut bien insister là-dessus. C'est pas du tout, et là, c'est pas du tout ce qu'on nous raconte tous les jours que Dieu fait à la télévision. Donc, le terrorisme est je viens de le dire, un moyen, un outil, une variable utilisée dans les guerres de restructuration qui sont en cours, dans le cadre d'une mondialisation économique, mais qui est aussi une mondialisation politique. Et que, pas seulement économique. Ceux qui vous disent que le véritable motif des guerres, c'est le pétrole, bah, c'est vrai, c'est un paramètre,
Mais ce n'est qu'un paramètre. Les Américains, s'ils avaient laissé Saddam Hussein, auraient un beaucoup plus gros morceau du gâteau pétrolier irakien qu'ils n'en ont aujourd'hui, où ils sont obligés de le partager avec les Indonésiens, avec les Chinois, avec les Canadiens, avec que sais-je encore. Ils ont fait la guerre pour les beaux yeux des autres grandes compagnies. Saddam Hussein, je connais bien la question, était prêt à faire toutes les concessions. Il voulait pas parler aux Français. On parle pas aux valets, on parle directement aux maîtres. Sauf que la guerre avait une autre dimension, avait d'autres ambitions que celle de conquérir le pétrole, contrairement à ce que tous les soi-disant géopolitologues nous disent et nous ressassent. Le but, c'est indéniablement la gouvernance mondiale. Indéniablement, c'est cette gouvernance mondiale qui est, dans un premier temps, on peut le dire, l'hégémonie d'oligopoles. J'ai pas dit d'oligarques, mais d'oligopoles. Aux États-Unis, ces oligopoles, c'est ce que Thierry Meyssan appellerait l'État profond. Alors lui, il nous dit que c'est l'État, c'est la continuité de l'État. Vous savez que les Américains ont des structures de permanence de l'État. Donc il y a deux États, il y a un État dans l'État qui est là en veille, en attente, en cas de crise. C'est celui qui a pris le relais le jour du 11 septembre. Puisqu'on pense que le 11 septembre 2001, ça a été un coup d'État. Et puis après, on a remis la petite bouche devant. Donc c'est ce qu'on appellerait les grandes firmes pharmaceutiques de l'agrochimie. C'est le complexe militaro-industriel. C'est aussi les groupements de banques, c'est Manhattan, mais c'est la cité de Londres. Hein. Si on parle de Manhattan, il faut parler de la cité. C'est aussi le poids de minorités proactives, vous le savez, qui défendent notamment l'État d'Israël, mais qui ne pèsent pas forcément, qui pèsent très lourd, très très lourd, mais qui ne pèsent peut-être pas aussi lourd qu'on l'imagine dans la politique américaine telle qu'on l'envisage. Puisque là aussi, les objectifs sont globaux, sont énormes, dépassent largement l'intérêt d'un petit État qui fait un peu suer tout le monde, qui fait même grandement suer tout le monde. Donc il y a ce que moi j'appellerais plus volontiers l'État profond, qui est là où en Amérique, mais cet État profond, il n'est pas limité à l'Amérique. C'est là aussi, j'allais dire, une coalition, un consortium de méga intérêts, de gens qui sont convertis à cette religion, on peut parler de religion, à cette mystique de la gouvernance mondiale. N'oubliez pas que M. Attali nous a bien dit, tout le monde connaît M. Attali, la gouvernance mondiale, nous l'aurons, vous tapez sur Google, vous allez le trouver tout de suite, nous l'aurons, que ce soit avant ou après la Troisième Guerre mondiale. Il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Donc, M. Attali appelle de ses voeux la guerre mondiale. Hein, il dit, mais nous l'aurons, c'est inéluctable, avant ou après. Donc on voit bien vers où ces gens nous dirigent. Ils ne nous dirigent pas vers ce que les Américains appelleraient des changements de régime, changer la tête en Irak, changer la tête en Libye, changer la tête, alors je n'ai pas parlé du Yémen, mais j'aurais pu, il y avait un président qui s'appelait Saleh, mais il y a aussi des gens fort peu sympathiques comme Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte. On a balayé tout ça au moment des printemps arabes. Ça fait partie du même, alors je ne me suis pas approfondi sur le rôle de la confrérie des frères musulmans, mais qui sont la face présentable, la vitrine honorable des wahhabites. Hein, les frères musulmans trouvez ça dans mon livre, se sont réfugiés à Riyad, donc capitale des Séouds, ont été formés, mais de toute façon c'est la même engeance, si je puis dire. Les frères musulmans apparaissent en 1928, c'est Hassan al-Banna qui les fonde, mais avec l'aide des Anglais. Chez nous, le petit-fils d'Hassan al-Banna s'appelle Tariq Ramadan. C'est un musulman modéré, mais un peu bizarre. Voilà, méfions-nous-en. Que dire? Donc,
par contamination, cette plaie suppurante qui est aujourd'hui la Syrie, puisque les guerres ne marchent pas. On a bien vu en Afghanistan, ça marche pas, il y a toujours des attentats tous les jours. L'Irak, ça n'a pas marché non plus. La Syrie, ça marche encore moins. Mais ça coûte très cher à l'Amérique. Mais pensons une chose, il y en a certains qui doivent s'en féliciter. Parce que plus la paix suppure, plus on peut justement faire pousser la société dans un certain sens. Pensons que le terrorisme qui déborde du vaste Proche-Oriental et qui nous atteint, c'est un bon moyen de faire passer des lois, comme l'état d'urgence chez nous, le Patriot Act 1 et 2 qui restreint très fortement les libertés qui n'est pas abrogée aux États-Unis. Ça permet d'encadrer nos sociétés et puis de nous faire accepter justement plus de contraintes, plus de tutelle étatique. C'est le loup qui garde le troupeau en quelque sorte. Je voyais là-haut un petit tableau assez amusant, la correspondance entre les principaux attentats de ces dernières années en France et les échéances électorales. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que un bon attentat au bon moment, ça peut être tout à fait utile. Ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre, hein. C'est pas mécanique, c'est pas une science exacte, mais on peut penser que le terrorisme peut être extrêmement utile. D'ailleurs, si vous lisez mon livre, vous verrez que je m'intéresse, mais je suis pas le seul, au profil extrêmement curieux des jeunes terroristes qui se radicalisent en 15 jours de temps, qui passent de la voyoucratie, sont des jeunes gens qui sont un peu dévoyés, qui pratiquent la drogue, l'alcool, le vagabondage ou l'ivrognerie sexuelle, qui sont dealers souvent, et qui tout d'un coup se radicalisent et perpètrent des attentats assez durs, assez sanglants, et qui laissent régulièrement, alors j'évoque tous les cas, hein, ils sont évoqués, qui laissent régulièrement leur papier d'identité dans les voitures au passage. Le dernier en date étant le marché de Noël à Berlin. On va retrouver en Italie, c'est à côté de, non, c'est pas à Sienne, c'est à côté de Milan. On va retrouver dans le camion, on va retrouver un papier qui émanait de l'Italie, qui était une demande de permis de séjour avec son nom. Donc comme ça, pas besoin de faire de recherche, on n'a pas besoin de mobiliser Interpol, tout est là. Même chose avec les frères Kouachi, même chose avec le passeport qui tombe au milieu des flaques d'acier en fusion en bas du World Trade Center. On nous prend sans doute pour des idiots, mais sans doute a-t-on raison de nous prendre pour des idiots. Si on est là, on regarde les étranges lucarnes, on regarde ce soir, hypnotisé, on est en état d'hypnose littéralement, et blablabla, les moulins à parole, mais les moulins à parole qui nous lessivent la cervelle. Alors, donc, la question terroriste, c'est toujours au fond, les armes, elles sont souvent et presque toujours à double tranchant, hein. On avait en 2015, alors j'avais différents chiffres, en France on avait 3200 fiches S, c'est un chiffre, puis j'en ai vu un autre, 5400. En 2016, on en avait 6000, on en aurait plus de 13 500 aujourd'hui, des fiches S. Dont au moins 4000 sur ces 13 500 fiches S, beaucoup de femmes, hein, beaucoup de convertis, beaucoup de jeunes femmes mineures. On aurait 4000 particulièrement, potentiellement dangereux. Alors je ne sais pas ce que l'on fait contre ça, mais il est vrai que nos sociétés recèlent en leur sein des bombes à retardement, et ces bombes à retardement, j'ai pas l'impression que j'ai un peu l'impression qu'on les couve. Voilà, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et tout simplement parce que le terrorisme au niveau global, et c'est pas tout à fait ça oui, j'avais étudié guerre terroriste et guerre mondialiste, j'avais développé, mais ce sera pour une autre conférence. Il est bien clair que, comme je l'ai dit à propos de l'Irak, le propos de l'armée, c'était d'apporter la démocratie, l'ordre social, alors que l'ordre, il existait et qu'ils l'ont détruit. Aujourd'hui, on est passé de la devise « diviser pour régner », que développe bien Nicolas Machiavel, diviser pour régner, à l'ordo ab chaos. On règne encore plus facilement sur le chaos. Et si un jour vous voulez instaurer véritablement une gouvernance mondiale,
c'est sur le chaos que vous pourrez la mettre. Parce que s'il n'existe plus de pays, qui n'ont plus de frontières, qu'il n'y ait plus de communautés identifiées et identifiables, si tout le monde est en guerre plus ou moins les uns contre les autres. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des idéologies de guerre civile qui sont propulsées en France. Battez-vous avec votre voisin, comme si le voisin était le responsable de tous nos malheurs. Même si le voisin n'est pas forcément fréquentable. La question n'est pas là, c'est pas de savoir s'il est fréquentable ou pas, mais savoir si c'est lui la véritable cause de la faillite de nos sociétés. Non, il n'est pas la cause, il n'est que l'un des effets, l'une des conséquences. Donc le chaos, je pense que c'est à la fois une arme, un outil, un moyen, un instrument, et c'est la voie qui nous conduit directement à cette gouvernance mondiale. C'est, pour ne pas conclure, je dirais que c'est une guerre mondiale à bas bruit. La guerre syrienne regroupe au moins 60 000 combattants, de jeunes gens qui combattent dans les rangs de Daesh, moins 60 000, peut-être plus, qui proviennent de 80 à 100 nationalités différentes. Et pas seulement des pays musulmans, puisque vous en avez plusieurs milliers qui arrivent notamment de France, d'Angleterre, de Belgique, je dis plusieurs milliers. La Fédération de Russie, mais dans la Fédération de Russie, il y a des républiques musulmanes. Mais la Fédération de Russie, c'est près de 4000 ressortissants russes, ayant le passeport russe, qui combattent, notamment aussi des Tchétchènes, j'imagine, qui combattent. Plus 5000 des républiques, des anciennes républiques socialistes d'Union soviétique. Donc ça fait 9000 combattants, vous voyez. Pour la Tunisie, qui livre un contingent énorme, c'est 3-4 000. Toute petite Tunisie de rien du tout. 3-4 000 combattants. Donc nous avons, à l'instar de ce qu'était de ce qu'a été la guerre d'Espagne, qui a servi de détonateur à la Seconde Guerre mondiale, nous avons des brigades internationales. Et là, nous avons véritablement une guerre qui est déjà internationalisée. Nous avons plusieurs coalitions. Il y a une coalition proprement arabe. Nous avons une coalition dirigée par les États-Unis, occidentalo-arabe, avec une vingtaine de pays, dont la France, la Turquie et autres. Il y a la coalition syrienne avec l'Iran, la Russie. Donc on a plusieurs coalitions internationales qui se trouvent confrontées et qui agissent parfois en coordination. Les Russes se coordonnent actuellement de plus en plus avec les Américains, mais ce n'est qu'une coordination. Ils ne poursuivent pas les mêmes buts. L'Amérique poursuivant toujours le but du régime change, c'est-à-dire du renversement du pouvoir baathiste à Damas, pardon. Voilà. Dire que globalisation, guerre mondiale, nous y sommes peut-être. Monsieur Attali a raison, la guerre mondiale, elle est déjà là. Alors bien sûr, il n'y a pas de ravage chez nous. Pour l'instant, les bombes sautent, pètent, mais de façon épisodique. Mais enfin, ça fait à chaque fois des traumatismes psychologiques considérables. Le filet juridico-militaire se resserre autour des populations civiles, c'est-à-dire de nous. Et petit à petit, on nous conditionne à accepter. Là aussi, on disait à l'étage, c'était pas Aristote, non, qui disait, on nous habitue, pardon. Non, c'était pas Tacite. Donc on nous habitue à l'inacceptable, à accepter, à tolérer l'intolérable. Et puis une fois qu'on a toléré l'intolérable, on finit par l'accepter. C'est Saint-Augustin, merci. Qui était un berbère, je le rappelle, un berbère. Le globalisme, je vous dis ma phrase de conclusion, et puis maintenant j'attends vos questions. Le globalisme est en soi, et au final, une guerre contre les peuples. Le terrorisme est l'un des aspects de cette guerre, l'un de ses instruments, et l'une des armes utilisées pour soumettre les individus et les nations par la peur et le chaos. On ne peut pas dire mieux. Mais je pense que si on réfléchit un tout petit peu, les choses peuvent apparaître tout à fait comme ça. Je vous remercie.